Bonjour à tous. Donc, malheureusement, l'utilisation d'un cours Moodle online avec Big Blue Button n'a pas fonctionné. J'en suis vraiment désolé. Et donc, ce que je vais faire, donc, c'est que je vais vous enregistrer ce cours et vous le mettre à votre disposition. C'est pas l'idéal puisque ça permet pas d'avoir des retours immédiats, mais on va essayer comme ça. Donc, euh, comme je le disais ce matin, donc, je rappelle que les objectifs du cours, c'est d'explorer la diversité du monde végétal et on le fait à travers l'organisation taxonomique que l'on a pu reconstruire à partir de l'application des méthodes phylogénétiques. Et donc, on définit un certain nombre de grands groupes et on passe en revue dans ce cours chacun de ces grands groupes de végétaux en insistant pour chaque groupe sur l'évolution des appareils végétatifs et l'évolution des modes de reproduction et en décrivant les grands sous-groupes ou les grandes familles présentes à l'intérieur de ces groupes. Alors donc, donc le chapitre actuel, donc c'est le dernier chapitre du cours, c'est le chapitre concerné aux spermaphytes. Le reste vous avez déjà été enseigné. Et donc au sein de ces spermaphytes, donc on aura trois séances, une séance dédiée aux gymnospermes et deux séances dédiées aux angiospermes. Donc, premier chapitre, évolution des gymnospermes. Deuxième chapitre, évolution des angiospermes. Et pour le chapitre sur les gymnospermes qu'on va voir donc aujourd'hui, on va s'intéresser à deux choses. D'une part, se poser la question concernant l'origine des gymnospermes, comment et quand sont apparus les gymnospermes, et quelle est la caractéristique majeure qui qualifie cette apparition des gymnospermes. Et deuxième chose, c'est qu'on va passer en revue les groupes actuels de gymnospermes. Il y a un certain nombre de groupes de gymnospermes fossiles. Nous, on va plutôt s'intéresser aux quatre groupes qui sont encore présents actuellement dans, dans cette classe des gymnospermes. Alors donc, en termes de classification, donc si on démarre les gymnospermes, donc, dans la classification qu'on a introduite lors de la première séance, donc, euh, ici sont sous forme d'une classe, la classe des angiospermes, qui est présente dans un groupe plus important qui est l'embranchement des spermaphytes, qui lui-même est inclus dans un groupe plus important, le groupe des trachéophytes ou plantes vasculaires, faisant partie du phylum des embryophytes ou plantes terrestres, et puis qui eux-mêmes sont présents dans le sous-règne des viridiplantae, donc les plantes vertes, et faisant partie donc du règne des archéplastida, les végétaux. Donc, nous, on va se concentrer ici sur l'apparition des spermaphytes, et les premiers spermaphytes qui sont apparus sont les angiospermes. Donc voici ici une phylogénie résumée de l'ensemble des embryophytes qui sont apparus il y a 450 millions d'années. Et donc vous avez vu avec Maxime Powell, d'une part les bryophytes au sens large, les ptéridophytes au sens large, et on va s'intéresser ici à ce qui s'est passé il y a environ 360 millions d'années quand sont apparus les spermaphytes et avec donc, tout d'abord les gymnospermes, avec l'apparition d'une structure nouvelle qui est l'ovule qui après fécondation va donner la graine. Donc on s'intéresse à l'origine de ces gymnospermes et l'ancêtre les plus directs de ces gymnospermes, et donc des spermaphytes, c'est un groupe fossile qui est connu uniquement à l'état fossile qu'on appelle les progymnospermes. Ce sont donc des arbres qui sont apparus au Dévonien, qui se sont éteints au Carbonifère, et un des représentants les plus connus dans le registre fossile est Archaeopteris, qui est donc un groupe un peu particulier car il possède à la fois des caractères évolués, notamment en termes de structure morphologique de la tige,
et de possibilité de faire vraiment du xylème secondaire et donc une croissance secondaire. Et donc ce sont les premiers vrais arbres qu'on observe au sein du règne végétal. Et on peut illustrer ici la structure Eustel. Donc si on regarde au niveau on fait une coupe transversale au niveau d'une jeune tige, on voit qu'on a donc les faisceaux vasculaires qui sont insérés non pas de façon désorganisée au sein de la tige, mais ils sont organisés sur une seule circonférence, l'ensemble des faisceaux vasculaires, avec donc le xylème vers l'intérieur, le phloème vers l'extérieur. Et au cours du développement de la structure secondaire, vous avez formation d'une assise cellulaire qui est juste à l'interface entre le xylème à l'extérieur et le phloème à l'intérieur et le phloème à l'extérieur, qui est le cambium, qu'on voit surtout ici, c'est la ligne jaune qui est représentée ici. Et donc ce cambium, c'est une assise cellulaire méristématique, c'est-à-dire qu'il va subir un certain nombre de divisions cellulaires et qui va produire du xylème secondaire vers l'intérieur et du phloème secondaire vers l'extérieur pour former donc le bois et pour former ce qu'on appelle des vrais troncs avec une croissance en diamètre, avec des cernes d'accroissement annuelles telles qu'on peut les observer chez beaucoup d'arbres en angiosperme actuellement, mais c'est donc cette structure Eustel qui permet donc de faire cette croissance secondaire et d'avoir les premiers vrais arbres, est apparue même avant l'apparition des spermaphytes. Elle est apparue chez ce groupe de progymnospermes. Par contre, ce groupe possède aussi des caractères primitifs. Au niveau du feuillage, on a un pore de fougère arborescente, mais surtout, on a une reproduction par spore. Et donc, on est encore dans le groupe des ptéridophytes au sens large. Donc ces progymnospermes ne sont pas des gymnospermes, ne sont pas des spermaphytes, puisque leur reproduction était sous forme de spores. Donc voici une représentation, une espèce de reconstruction de à quoi ressemblait Archaeopteris. Donc on voit qu'on a vraiment une vraie structure d'arbre avec un tronc à croissance en diamètre. Mais par contre, au niveau de la reproduction, c'est encore une reproduction de ptéridophytes. Ensuite, donc on peut, dans la phylogénie, on peut rajouter ce groupe des gymnospermes, donc qui est apparu avant l'apparition de l'ovule et de la graine, il y a un peu moins de 380 millions d'années. Donc sa principale nouveauté, c'est l'apparition de cette croissance secondaire. Et on a donc ce groupe qui se développe, et puis comme c'est un groupe éteint, la branche s'arrête au moment de l'extinction de ce groupe. Ensuite, l'étape suivante, ça va être donc l'apparition de l'ovule, et l'ovule, il apparaît avec un autre groupe fossile qui est le groupe des ptéridospermophytes, ou ptéridospermales, ou le nom français qu'ont donné les botanistes dans un premier temps, c'était fougères à graines, ce qui est en fait un très mauvais choix parce que ça donne un peu une confusion. Est-ce que ce sont des fougères ou, comme il y a des graines, est-ce que ce sont des plantes à graines, c'est-à-dire des spermaphytes? Et donc, ce qui est important ici, c'est qu'il y a des graines, et donc il s'agit vraiment des premiers gymnospermes et donc des premiers spermaphytes. Donc c'est un groupe fossile qui est apparu il y a environ 360 millions d'années, qui s'est éteint il y a 150 millions d'années, avec donc un pore de fougère arborescente, donc un aspect qui fait encore penser aux ptéridophytes, ce qui a valu son nom de ptéridospermale ou fougère à graines. Mais par contre, il y a des ovules présents, qui sont encore des ovules ancestraux, primitifs, mais ils correspondent vraiment à la définition d'un ovule. Et donc, ça correspond en fait à toute une évolution qu'on peut observer au sein des embryophytes, avec une évolution du mégasporange, avec au départ des mégasporanges qui contenaient un très grand nombre de spores non différenciés. On parle d'homosporie dans un premier temps. Ensuite, apparition dans certains groupes de l'hétérosporie, c'est-à-dire qu'on va produire deux types de sporanges, des microsporanges ou des mégasporanges. Les mégasporanges produisant un nombre de spores plus restreint qu'on appelle les mégaspores, et qui vont donc préfigurer l'ovule. Et en fait, ce qu'on observe,
c'est que ces mégasporanges, au cours du temps, ils vont avoir une réduction de plus en plus du nombre de mégaspores produites jusqu'à ne produire plus qu'une seule mégaspore. Et c'est ça qu'on observe au niveau de l'ovule, avec en plus un autre événement important qui est l'endosporie, à savoir que le mégagamétophyte se développe à l'intérieur à l'intérieur du mégasporange, à l'intérieur de la structure. Donc pour euh, développer un petit peu à ce sujet, donc l'ovule, qu'est-ce que c'est techniquement, donc, ou botaniquement? C'est un mégasporange qui est enveloppé d'un tégument. Donc on voit ici qu'il y a des téguments qui protègent ce mégasporange, avec à l'extrémité un micropyle qui va permettre aux spermatozoïdes de venir rencontrer l'ovule. Et donc ce mégasporange, il a évolué par une réduction du nombre de mégaspores jusqu'à ne contenir plus qu'une seule mégaspore. Donc on a ici une seule mégaspore. Cette mégaspore, qui est donc haploïde, elle est formée par la méose d'une cellule du mégasporange qui est le sporocyte, qui était contenu dans un tissu diploïde qui est le nucelle. On a ici ce tissu-là qui englobe ici, qui fait partie, donc qui est le nucelle qui est diploïde, qui va donc à l'intérieur de ce nucelle, il y aura une cellule, la sporocyte ou cellule mère de spore, qui va par méose donner donc 4 mégaspores, dont une seule va se développer, les 3 autres vont disparaître, et donc on a au final une mégaspore haploïde qui se forme. Elle va subir un certain nombre de mitoses de façon à former ce qu'on appelle le mégagamétophyte femelle, et qui est donc haploïde, et qui va donc former ce qu'on appelle l'endosperme, donc qui est fait d'un certain nombre de cellules haploïdes. Et au sein de cet endosperme, on a 2 cellules particulières qui vont se développer, ce sont les archokégones, qui vont aboutir à chacune à une oosphère qui est finalement le gamète femelle. Donc on va avoir au total 2 gamètes femelles produits, les 2 oosphères qui sont présentes à l'extrémité ici de ce mégagamétophyte femelle. Et l'oosphère, une fois qu'elle sera fécondée par un spermatozoïde cilié, elle va produire la graine. Et donc ça, l'originalité, donc la particularité des spermaphytes, c'est d'avoir donc production de cet ovule, ce mégasporange, qui va au final donc produire, après fécondation, va produire la graine. Donc ça, c'est la nouveauté. Et par ailleurs, donc au niveau des spermatozoïdes, on a des spermatozoïdes ciliés, donc c'est un caractère ancestral, donc ça c'est pas quelque chose de nouveau. Et puis donc on a un embryon qui va se développer au départ après la dispersion de l'ovule fécondé, donc il ne va pas se développer directement sur la plante mère, et donc c'est ce qu'on appelle une graine aembryonnée, donc l'embryon ne se développe pas dans un premier temps, et puis dans un deuxième temps vont apparaître des gymnospermes pour lesquels la graine va produire un embryon, c'est-à-dire que l'embryon va se développer à l'intérieur de la graine. Donc, ce groupe des ptéridospermophytes, donc, ou ptéridospermales, donc voici un exemple, l'exemple du genre Medulosa. Donc, on voit qu'on a au niveau végétatif, on a quelque chose qui ressemble encore à des fougères, mais par contre, en termes reproductifs, on a donc des feuilles transformées en organes reproducteurs femelles, c'est ce qu'on appelle les mégasporophiles, donc feuilles transformées en organes reproducteurs femelles, qui vont produire un ou plusieurs ovules. Donc ici, on a notre mégasporange, avec à son extrémité le micropyle. Et puis par ailleurs, on a aussi des structures mâles, dont on parlera plus tard. Donc la mégasporophile, donc c'est quelque chose d'important chez un gymnosperme, de bien comprendre qu'est-ce que c'est la mégasporophile. Donc au départ, c'était une feuille qui s'est transformée en organe reproducteur femelle, produisant le mégasporange, c'est-à-dire l'ovule, et parfois pour une mégasporophile, on a plusieurs ovules, souvent c'est le cas d'ailleurs. Et donc, ça, c'est important de voir que c'est l'équivalent d'une écaille
ovulifère de cônes femelles chez les conifères. Donc ici, c'est une coupe longitudinale dans un cône de pin. Donc on a les différentes écailles ovulifères qui sont donc souvent chez le pin qui ont la consistance du bois, elles sont ligneuses. Donc voici une écaille ovulifère et à la base de cette écaille ovulifère, on a généralement deux ovules chez la plupart des conifères. Donc on a deux ovules. À la base de l'écaille ovulifère, on a aussi une bractée. Mais donc ce qui est important de voir, c'est que cette écaille ovulifère, c'est la mégasporophile qui porte deux ovules. Donc tout comme ici, la mégasporophile chez les ptéridospermales porte ici, dans cet exemple, un ovule. Donc ici, c'est un autre exemple de ptéridospermaphite qui est le Glossoptéris, qui lui a laissé une très large place dans le registre fossile. On a énormément de représentants de ce genre Glossoptéris. On voit ici qu'on a vraiment, cette fois-ci, plutôt un port d'arbre avec donc un feuillage qui est fait donc, de couronnes de feuilles, chaque feuille étant elle-même très allongée, et c'est ce qui a donné le nom au genre Glossoptéris. Glosso, c'est la langue, parce que les feuilles sont très, très allongées. Ce qui nous intéresse plutôt, ce sont donc à la fois les structures femelles et les structures mâles. Et donc pour les structures femelles, on a donc une feuille transformée, et d'ailleurs elle ressemble à une vraie feuille, une feuille transformée en mégasporophile. Donc ça c'est la mégasporophile qui va porter ici plusieurs ovules avec leur extrémité qui n'est d'ailleurs pas du tout fermée. C'est encore un exemple d'ovule ancestral. Donc ça, c'est la structure femelle. Et puis au niveau de la structure mâle, on a non pas une mégasporophile, mais une microsporophile, c'est-à-dire une feuille transformée en organe végétatif mâle. C'est l'équivalent de ce qu'on va appeler une étamine chez les angiospermes. Et donc, cette microsporophile, elle va porter des clusters de microsporanges. Et donc, les microsporanges, en fait, ce sont les sacs polliniques qui vont contenir des microspores qui sont les grains de pollen. Alors la Glossoptéris, donc, comme j'ai dit, a une très large distribution dans le registre fossile, mais surtout dans l'hémisphère sud, et donc c'est vraiment une flore typique de ce continent unique de l'hémisphère sud qui était le Gondwana. Et ce qui est intéressant, c'est que si on regarde actuellement la distribution de ces fossiles à Glossoptéris, ils se situent donc en Afrique dans une certaine distribution qui est ici. En Amérique du Sud, on les retrouve également ici, on en retrouve en Australie, et ceci correspond en fait au moment de... donc le groupe s'est formé au moment où on avait une seule masse continentale dans l'hémisphère sud, avec ce qui est représenté en foncé ici, ça représente les étendues de glaciers. Donc là, il n'y avait pas de flore possible, mais par contre, la flore à Glossoptéris s'est développée tout autour de ces glaciers, jusqu'à une certaine distance des glaciers, parce que ce sont des plantes qui ne supportaient pas la chaleur. Donc ça, c'était un peu la limite nord de la distribution de ce Glossoptéris, donc il se trouvait dans ces régions. Et ensuite, après la dérive des continents, on arrive à comprendre cette limite en reconstruisant l'histoire, et donc ça a été un des exemples utilisés comme preuve de cette dérive du continent, puisqu'on avait une continuité ici de la limite de distribution des Glossoptéris qui correspondait en fait à l'emboîtement de l'Amérique du Sud et de l'Afrique. Alors donc, on voit donc, on a apparition de ces premiers gymnospermes il y a environ 360 millions d'années, avec l'apparition de l'ovule. Et donc au départ, ce qui est représenté ici, donc c'est au cours du temps, l'abondance relative de la diversité dans le registre fossile d'espèces appartenant à différents groupes. Et on voit donc que les gymnospermes apparaissent au moment où en fait c'est le groupe des ptéridophytes qui se diversifie fortement, qui devient largement majoritaire. Les gymnospermes donc, vont rester en 120 millions d'années, vont rester relativement mineurs, et puis ils vont avoir leur radiation donc beaucoup plus tard, à partir de 220, 230 millions d'années. Et là, les gymnospermes vont vraiment devenir le groupe végétal majeur
à distribution terrestre. Et c'est seulement plus tard, vers 100 millions d'années, qu'il va être remplacé par le groupe des angiospermes. Donc on voit un schéma assez classique, à savoir qu'on a donc apparition très tôt d'un nouveau groupe qui va se diversifier très lentement, et puis tout d'un coup qui va avoir une accélération de sa diversification. Et puis actuellement, les gymnospermes, c'est un groupe qui est tout à fait en régression, puisqu'il a été complètement supplanté par les angiospermes. Alors, donc on va passer maintenant, donc après avoir vu un peu l'origine des gymnospermes, ce que j'ai oublié de rappeler, c'est que donc ces septéridospermophytes, donc même si le nom est un petit peu ambigu, ce sont les premiers vrais spermaphytes et les premiers vrais gymnospermes. Donc eux, ils font vraiment partie du groupe des spermaphytes, alors que les progymnospermes se reproduisaient par des spores, et donc c'était un groupe qui ne fait pas partie des spermaphytes. Il ne faut absolument pas séparer les deux. Donc là, on arrive à la description des 4 grands groupes actuels de gymnospermes. Donc actuellement, on observe donc les cicadophytes, ou qu'on appelle parfois les cicadales, l'ordre des cicadales, les ginkgophytes avec les ginkgoales, les coniférophytes, qu'on appelle aussi les coniférales, et puis les gnetophytes. Donc ça, ce sont les 4 groupes actuels. Donc je rappelle la phylogénie. Donc les progymnospermes, eux, ne font pas partie des spermaphytes. Les premiers spermaphytes sont les ptéridospermophytes, mais c'est un groupe qui est éteint actuellement. Et puis donc apparition ensuite du groupe des cicadophytes, qui lui est un groupe qui existe encore actuellement. Et puis les ginkgophytes, puis les coniférophytes, et enfin les gnetophytes. Alors ce qui est important, et on y reviendra plus tard, c'est que les gymnospermes, maintenant, on les reconnaît comme un groupe monophylétique, alors que ça n'a pas toujours été le cas. On n'était pas tout à fait certain de savoir s'ils avaient une origine unique qui est tout à fait indépendante de l'origine des angiospermes. Et donc les dernières reconstructions phylogénétiques faites à partir de données moléculaires montrent, c'est ce qu'on voit ici, que on ne peut le faire qu'à partir des gymnospermes actuels, pour lesquels on peut extraire de l'ADN et faire de la phylogénie. Donc on a les cicadales, les ginkgoales, les coniférales, et puis les gnetophytes, les gnetales ou gnetophytes ici. Et donc on voit que l'ensemble de ces groupes ont bien une origine commune. Donc on a une branche ici qui est unique, qui a une forte comment dire, reconnaissance statistique. Donc statistiquement, on est vraiment certain qu'on a bien un ancêtre commun à l'ensemble des gymnospermes qui n'est pas partagé par les angiospermes. Et donc, c'est bien la définition d'un groupe monophylétique. Par ailleurs, les angiospermes qui sont ici forment également un groupe monophylétique avec un ancêtre commun non partagé avec les gymnospermes. Donc on a bien, au sein des spermaphytes, on a 2 groupes monophylétiques, les angiospermes, les gymnospermes. Ok, et donc on commence avec le groupe des cicadophytes ou cicadales, dont les premiers fossiles connus sont apparus il y a 280 millions d'années. C'est un groupe qui est certainement plus ancien, mais les premiers fossiles observés encore actuellement donc, datent de 280 millions d'années. C'est un groupe qui est en régression, en forte régression. Il n'y a plus que 130 espèces actuellement et qu'on reconnaît assez facilement parce qu'ils ont un port de palmiers. Donc ils ressemblent à des tout petits palmiers. On le voit ici avec un exemple de Encephalartos. Mais par contre, quand on va regarder au centre de ces grandes couronnes de feuilles, on voit des cônes, et donc ça correspond bien à un gymnosperme. Donc la reproduction, c'est bien une reproduction de gymnosperme. Donc ici, on a des grandes feuilles composées pennées, on a une croissance très très lente, ce qui explique que c'est un groupe en régression. Et donc au sein de ces cicadophytes, on a 2 familles très très différentes, la famille des cicadacées, la famille des amiacées, avec une distribution relativement large, mais plutôt dans l'hémisphère sud. Et si on regarde donc les cicadacées, c'est la famille ancestrale, et puis ça c'est une famille plutôt dérivée. La famille ancestrale, donc la famille des cicadacées, a été
caractérisés par des structures femelles qui ressemblent assez fort aux structures femelles qu'on a observées chez les ptéridospermophytes, donc chez les premiers gymnospermes, à savoir qu'on a une grande microsporophyle, donc une feuille transformée en organe reproducteur femelle, qui ressemble encore à une feuille et qui possède donc sur les côtés, qui porte plusieurs ovules. Voici un exemple, ça c'est une autre espèce, un autre exemple. Et donc l'ensemble de ces mégasporophiles se referme légèrement pour former une sorte de cône femelle ancestrale, mais qui n'est pas du tout ligneux comme une pomme de pin, mais c'est un peu l'équivalent d'une pomme de pin, sauf qu'il est fait de mégasporophiles foliacés, c'est-à-dire qui ressemblent à des feuilles. Par contre, dans l'autre famille, la famille des Amiacées, là on a quelque chose qui ressemble déjà beaucoup plus à un cône femelle comme on l'observe chez le pin. Donc on a des écailles ovulifères, donc qui sont les mégasporophiles, qui s'emboîtent les unes contre les autres, avec à leur face sur les côtés, on voit qu'on a deux ovules. Donc ça c'est une écaille ovulifère, et l'ensemble des écailles ovulifères vont former le cône femelle. Et donc chaque écaille ovulifère possède deux ovules. Ici donc un autre genre, donc le genre Encéphalartos. Donc voici quelques exemples. Ici c'est le genre Zamia, mais donc on a toujours quelque chose qui ressemble un petit peu à des palmiers, mais par contre au centre ici on voit qu'il y a bien une reproduction sous forme de cône d'énormes pommes de pin typiques chez Encéphalartos. Alors la grande particularité des cicadophytes par rapport aux autres gymnospermes, la grande différence se situe surtout au niveau de l'appareil reproducteur mâle, avec donc on a souvent un cône mâle, donc on a aussi des écailles ovulifères, pardon, c'est pas des écailles ovulifères, ce sont des sporophiles qui sont ligneuses, comme c'est le cas des écailles de la pomme de pin, mais par contre, ils ne portent pas d'ovules, ils portent bien sûr des microsporanges, des sacs polliniques dans lesquels sont produits les grains de pollen. Mais donc la grande particularité, et c'est les seuls chez les gymnospermes, c'est que donc chaque microsporophile, donc l'équivalent d'une étamine, chaque microsporophile, elle contient un très très grand nombre, des milliers de sacs polliniques à leur face inférieure. Ce qui est illustré ici, donc on a fait une coupe transversale, donc on a fait une coupe transversale comme ceci dans la microsporophile, et on voit donc ici à la face inférieure qu'on a un très grand nombre de sacs polliniques, donc qui sont les microsporanges, chaque sac pollinique contenant un grand nombre de grains de pollen. Donc c'est le seul cas. Chez les autres gymnospermes, on a généralement 2 ou éventuellement jusqu'à 4 sacs polliniques ou microsporanges par microsporophile, mais ici on en a un très grand nombre. Donc ça c'est la première caractéristique qui les distingue des autres gymnospermes en termes d'appareil reproducteur mâle. La deuxième caractéristique qui les distingue des autres, c'est que les grains de pollen possèdent 3 cellules, alors que chez les autres gymnospermes on a toujours 4 cellules. Alors dans ces 3 cellules, il y a une cellule protalienne, une cellule antéridiale qui est donc la cellule qui va donner naissance aux 2 spermatozoïdes, donc qui est vraiment la cellule reproductive, qui va donner naissance donc au gamète mâle, la cellule antéridiale, et puis on a une cellule végétative qui est une cellule qui va se développer fortement pour former l'équivalent un petit peu du tube pollinique. Et donc la différence avec les autres gymnospermes, c'est que les autres gymnospermes possèdent généralement 2 cellules protaliennes, donc qui sont un peu des cellules vestigiales qui n'ont pas de rôle particulier, et donc une seule chez les cicadales. Et puis donc dernière chose, c'est qu'on a une production de spermatozoïdes ciliés. En fait, donc la cellule antéridiale, elle va se diviser pour former 2 spermatozoïdes, et ces 2 cellules vont avoir une vie propre, et donc ils vont quitter le tube pollinique et vont nager jusqu'à atteindre les zoosphères pour les féconder. Et donc en termes de fécondation, on a une fécondation qu'on appelle zoïdogame chez les cicadophytes, et c'est quelque chose qu'on va retrouver chez un autre groupe de gymnospermes. On va retrouver ça chez les ginkgophytes, et on le retrouvait également chez les ptéridospermophytes. Donc c'est partagé par 3 groupes de gymnospermes.
Donc en fait, dans ce cas-ci, donc le grain de pollen, il va arriver par le micropyle. Donc on voit ici, ça c'est l'ensemble de l'ovule, donc du mégasporange. Les grains de pollen vont arriver par le micropyle ici, ils vont pénétrer dans cette cavité. Oups, excusez-moi. Ils vont pénétrer dans cette cavité et au lieu d'aller directement vers les zoosphères, comme c'est le cas chez les autres gymnospermes, le grain de pollen va germer à l'intérieur du tissu diploïde qui est le nucelle, qui fait donc partie du mégasporange, donc qui fait partie de l'ovule. Ce sont des tissus diploïdes dans lesquels, donc, et ici c'est la cellule végétative qui était présente dans le grain de pollen qui se développe fortement, qui va donc avoir une croissance importante, se nourrir des tissus contenus dans le nucelle. Et après un certain temps, ils vont donc produire finalement à l'intérieur. Donc la cellule entéridiale va se diviser, va former les deux spermatozoïdes. Et ces spermatozoïdes vont quitter le tube pollinique, vont quitter ce tube, vont pénétrer, donc vont revenir à l'intérieur de la cavité et venir se diriger pour venir féconder chacune des deux zoosphères. Donc il y a vraiment un stade où les spermatozoïdes vont être libérés dans la chambre pollinique. C'est ce qu'on appelle donc comme fécondation la zoïdogamie. Donc on le retrouve chez les cicadophytes, on le retrouve chez les ginkgophytes. Et par contre, chez les conifères, on va avoir quelque chose de très différent parce que là, le grain de pollen va venir germer et donc le tube pollinique va se former dans le nucelle, mais en direction des zoosphères. Et donc la croissance va se faire directement vers les zoosphères. Et au moment de la fécondation, ce ne sont pas des spermatozoïdes qui vont être libérés, mais des noyaux spermatiques. Donc on a deux noyaux spermatiques issus de la division de la cellule entéridiale qui vont être injectés directement dans l'oosphère sans avoir de vie propre à l'intérieur de la chambre pollinique. Méthode différente de fécondation, c'est ce qu'on appelle la siphonogamie, qui rappelle un petit peu ce qu'on observe chez les angiospermes, où on a vraiment un tube pollinique qui pénètre jusqu'aux ovules pour la fécondation des zoosphères. Donc ça, c'était le cas, le groupe des cicadophytes. Et puis, donc, on va passer maintenant au deuxième groupe de gymnospermes actuels, deuxième par ordre d'apparition et par ordre de dérivation de ces caractéristiques, c'est le groupe des ginkgophytes. Alors les ginkgophytes ou ginkgoales, donc à nouveau, ils sont plus anciens, mais les premiers fossiles connus datent de 270 millions d'années. Et là, c'est un groupe qui est en complète régression, puisqu'il n'y a plus qu'une seule espèce actuellement survivant de ce groupe, alors que dans le registre fossile, on rencontre beaucoup d'espèces différentes. Il n'y a plus qu'une seule espèce présente, c'est le Ginkgo biloba. Et d'ailleurs, il a été redécouvert au XVIIe siècle. On pensait à ce moment-là que ce groupe des ginkgophytes était complètement éteint. Et donc, les Européens ont redécouvert quelque part que ce groupe n'était pas complètement éteint. Donc l'espèce Ginkgo biloba, donc ce sont des arbres de moyenne à grande taille, qui sont des arbres dioïques, c'est-à-dire que les individus mâles et femelles sont séparés. Et la caractéristique globalement des ginkgophytes, c'est de produire des arbres avec des feuilles multilobées. Chez le Ginkgo biloba, comme le nom l'indique, il y a deux lobes. Donc on a deux lobes dans la feuille de biloba, mais on peut avoir plusieurs lobes chez les autres ginkgophytes fossiles. La structure reproductive mâle, elle est fortement réduite et donc c'est forme ce qu'on appelle un chaton, c'est-à-dire c'est un cône mais qui pend pour libérer et qui pour libérer par le vent les grains de pollen, qui possède des microsporophiles qui ne possèdent que deux sacs polliniques, donc deux microsporanges, comme la plupart des gymnospermes, sauf, on avait vu, l'exception chez les cicadophytes où on a des milliers de sacs polliniques par microsporophile. Donc ici, on revient à quelque chose de plus classique, à savoir deux sacs polliniques, deux microsporanges par microsporophile.
Le pollen, comme chez les autres gymnospermes, à l'exception des cycadophytes, possède 4 cellules. Donc on a toujours une cellule entéridiale qui va donner naissance à 2 spermatozoïdes, une cellule végétative qui va se développer fortement en se nourrissant du nucelle pour développer le tube pollinique, et 2 cellules protaliennes au lieu de une seule chez les cycadophytes. Donc il y a production de 2 spermatozoïdes ciliés, et on a donc une fécondation par zoïdogamie, comme on vient de le voir chez les cicadales. Et par contre, c'est la structure reproductive femelle, elle est fortement réduite à juste un pédoncule bifide, donc qui se sépare en deux avec 2 ovules. C'est ce qu'on peut voir ici. Donc on a cette structure femelle, donc une sorte de cône femelle, mais qui est extrêmement simplifié, puisqu'il est fait juste d'un pédoncule qui se divise en 2, et puis à l'extrémité, à chaque fois, on a un seul ovule. Et généralement, après fécondation, il n'y a qu'un seul des 2 ovules qui va se transformer en graine, comme on peut le voir ici. Et ça, c'est les structures reproductives mâles. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un chaton. Donc c'est un cône, mais qui pend, avec un axe. Sur cet axe sont insérés un grand nombre de microsporophiles. Et ça, c'est un exemple de microsporophile avec ces 2 sacs polliniques. Et puis, donc, on a ici la feuille typique du ginkgo biloba. Donc, le ginkgo biloba, comme je vous l'ai dit, c'est une sorte d'espèce survivante de tout un groupe. C'est ce qu'on appelle, en biogéographie, on appelle ça une espèce paléo-endémique. Donc, c'est une relique taxonomique et aussi une relique biogéographique, parce qu'on ne la retrouve qu'à un seul endroit. On la retrouve plus qu'à l'est, au sud-est de la Chine. Par contre, tous les symboles ici représentent des endroits où on a retrouvé des fossiles de ginkgophytes. Donc une large distribution plutôt dans l'hémisphère nord, contrairement aux cycadophytes. On avait vu que les cycadophytes étaient plutôt développés dans l'hémisphère sud. Donc voilà, un groupe largement distribué dans le passé et actuellement quasiment éteint. Donc ça, c'était pour les ginkgophytes. Maintenant, on va passer à un troisième groupe, le groupe des coniférophytes, qui est, lui, de loin, le groupe complètement majoritaire actuellement au sein des gymnospermes. Donc ici, on a des fossiles plus anciens, même si le groupe lui-même est plus récent. Donc les fossiles les plus anciens datent de 310 millions d'années. Et il a donc eu son apogée au secondaire avec une forte radiation il y a environ 200 millions d'années. Et puis actuellement, il est aussi en régression, mais néanmoins, c'est quand même encore le groupe majoritaire. Donc on voit ici, donc ça c'était la phylogénie des gymnospermes que j'ai montré tout à l'heure. Là, on avait l'origine des gymnospermes, avec tout d'abord les cycadophytes qui se séparent des autres, puis les ginkgophytes, ici avec le ginkgo, et puis enfin, on a l'apparition de ce groupe des coniférophytes, donc le groupe des coniférophytes, qui est donc lui très largement diversifié. Donc il y a actuellement 550 espèces, contre une seule pour les ginkgophytes, donc 550 espèces, et qui avec plusieurs groupes un peu différents, et donc les botanistes ont défini 8 familles, dont la famille majoritaire qui est la famille des Pinacées, et c'est là qu'on va retrouver surtout ces fameux gymnospermes avec, sous forme d'arbres ou d'arbustes avec un port pyramidal tel qu'on se représente souvent un gymnosperme. En fait, il s'agit ici des conifères. Les feuilles sont souvent petites, elles sont transformées soit en aiguilles, soit en écailles. On verra des exemples. Et donc les espèces sont souvent plutôt monoïques, c'est-à-dire qu'un même arbre, un même individu va posséder séparément des cônes mâles et des cônes femelles. Et puis, donc le pollen, souvent, il est caractéristique parce qu'il a des ballonnets aérifères qui lui permettent de se disperser à très longue distance par le vent, mais surtout par le fait qu'il n'y a pas de production de spermatozoïdes ciliés. Donc, on a uniquement production de noyaux spermatiques qui vont être injectés directement dans l'oosphère. Et donc, c'était la fécondation qu'on appelait siphonogamie. Ah oui, qui est représentée ici, donc la siphonogamie. Donc on a le tube pollinique qui se développe vers les zoosphères et qui va injecter le noyau. Donc on a ici le noyau spermatique qui est injecté directement dans l'oosphère. Alors, donc,
On va voir quelques familles de ces coniférophytes. Ici, la famille des Pinacées, qui est donc la famille majoritaire avec 200 espèces, environ 12 genres dans lesquels on retrouve le pin, le mélèze, le sapin, l'épicéa, donc du genre Picea, avec une distribution géographique qui est principalement dans l'hémisphère nord. Et donc, ce sont des arbres typiquement avec des feuilles très étroites et allongées, on appelle les aiguilles chez le mélèze, le sapin, le pin, etc. Donc, chez le mélèze, le sapin, le picéa, on a des vraies feuilles. Par contre, dans le genre Pinus, donc chez les pins, on a en fait les aiguilles sont en fait des fausses feuilles, ce qu'on appelle des pseudophiles, on va y revenir, tandis que chez les autres, on a des vraies feuilles, ce qu'on appelle des euphiles, des vraies feuilles. Et ce sont souvent la famille des Pinacées souvent produisent de la résine. Et souvent également, le cône femelle est un cône ligneux, donc on a ces fameuses, notamment pommes de pin ou cônes de sapin, de mélèze, avec donc un certain nombre d'écailles ovulifères, et chaque écaille ovulifère porte 2 ovules à sa face supérieure, et à la face inférieure de l'écaille ovulifère, on a à la base une bractée qui est souvent distincte de l'écaille ovulifère. L'écaille ovulifère, je vous rappelle, c'est la mégasporophile, donc c'est une feuille transformée en organe reproducteur femelle, qui porte ici 2 ovules. Donc, parmi cette famille d'épinacées, voici un exemple bien connu qui est le mélèze, ou larix en latin. Donc, une des particularités du mélèze, il en a 2, c'est d'une part que ses feuilles, donc les euphiles, ce sont des vraies feuilles, sont caduques. Donc, c'est un des rares conifères qui va perdre ses aiguilles en hiver. Et aussi, l'autre caractéristique particulière, c'est que les aiguilles du mélèze ne sont pas distribuées tout le long de la tige, mais elles sont regroupées sous forme sur des axes courts. Donc on a des sortes de branches latérales très très courtes, et sur ces branches latérales se retrouve un faisceau de feuilles qui sont insérées. Et on observe la même chose chez le cèdre. Donc cette même structure, cette même organisation des feuilles qui sont regroupées sur des axes courts. Donc ça c'est pour la partie végétative. Pour la partie reproductive, on a donc ici un exemple de cône femelle avec les différentes écailles ovulifères. Chaque écaille ovulifère porte à la face supérieure 2 ovules. Donc on a ici les 2 ovules, mais qui sont déjà ici, après fécondation, qui se sont transformées en graines. Donc on a 2 graines, et la particularité, ce sont des graines qui sont ailées. Elles possèdent une aile qui va permettre la dissémination de la graine par le vent. Donc il n'y a pas que le pollen qui est transporté par le vent chez les pinacées, mais il y a également les graines qui sont transportées par le vent. Alors ici, donc on a une écaille ovulifère vue du haut, et ici c'est vue du bas. On voit à la base de cette écaille ovulifère, on voit la bractée. Et donc la particularité, ça c'est au moment de la maturation, quand les graines sont mûres, le cône a fortement grandi, mais dans un premier temps, au départ, au moment de la floraison, vous avez l'écaille ovulifère qui est en fait beaucoup plus petite que la bractée. Donc la bractée, elle est ici, elle n'a pas vraiment changé de taille. Par contre, l'écaille ovulifère, au début, elle était beaucoup plus petite que la bractée, et puis après la fécondation, elle a grandi pour former donc cette structure pour former cette structure qu'on retrouve au niveau du cône femelle. Donc, au moment de la floraison, la bractée est plus grande que l'écaille ovulifère, c'est ce qu'il faut retenir. Et puis au moment de la fructification, donc quand les graines vont être libérées, on a une écaille ovulifère qui est beaucoup plus grande que la bractée. Ça, c'est quelque chose qui est important quand on veut classifier et reconnaître les mélèzes ou les autres types de cônes à partir uniquement du cône femelle. Alors ici, un autre genre dans la famille des pinacées qui est important, c'est le genre Abies, donc le sapin, où contrairement aux mélèzes, on a ici des euphiles, donc des feuilles, les aiguilles, qui sont distribuées le long des axes allongés, donc il n'y a pas de regroupement des feuilles sur des axes courts, donc ils sont bien organisés tout le long de la tige ou des branches secondaires. On a également une bractée qui est bien visible et qui est plus grande que l'écaille ovulifère au moment de la floraison. Et puis ensuite, l'écaille ovulifère va grandir au fur et à mesure de la maturation de la graine
pour former, donc ici, au moment de la fructification, on a donc les deux ovules qui se sont transformés en graines. On a ici l'écaille ovulifère, et si on retourne l'écaille ovulifère, on voit la bractée qui est devenue plus petite. Ça, c'était la bractée, elle est devenue plus petite que l'écaille ovulifère au moment de la libération des graines. Et ici, on a un exemple de cône mâle où on a à nouveau donc une structure avec un axe allongé. Sur cet axe allongé se trouve inséré un certain nombre de microsporophiles, chaque microsporophile contenant généralement deux sacs polliniques. Voilà, et puis troisième et dernier exemple dans la famille des Pinacées, on a le genre Pinus, donc le pin. Il y a énormément d'espèces différentes de pins, et ils partagent toutes une caractéristique, à savoir que les aiguilles de pin, ce ne sont pas, botaniquement parlant, des feuilles, ce sont des fausses feuilles, ce qu'on appelle des pseudophiles. En fait, on voit ici qu'il s'agit en fait d'un axe, donc d'une ramification de la tige qui ici se divise en deux parties. Mais si on fait une coupe transversale dans ces pseudophiles, on voit qu'on a une structure vraiment de tige et pas du tout une structure de feuilles. Donc ça, c'est une particularité du pin. Et puis par ailleurs, donc on a des cônes, donc les cônes femelles qui sont les fameuses pommes de pin que je vous ai déjà décrites. À nouveau, donc on a ici l'écaille ovulifère et puis les deux graines, chacune avec une aile. Donc on a à nouveau des graines ailées comme on l'avait observé chez le mélèze et chez le sapin. Alors donc ça c'était pour la famille des Pinacées. Au sein des conifères, on a également une autre famille qui est la famille des Taxacées, qui est beaucoup plus réduite puisqu'il n'y a que 20 espèces et seulement 4 genres, dont le genre le plus connu c'est le lif, le Taxus, qui sont donc des arbres dioïques, qui sont intéressants en termes botaniques parce que là on a un exemple particulier d'évolution vers une simplification des structures. Donc on a au sein de chaque cône femelle un seul ovule qui est formé, et en plus la particularité, ce qui peut être un peu trompeur, c'est que cet ovule est entouré par un placenta qui est charnu et qui est donc fortement coloré et qui va donc attirer les oiseaux, mais ce n'est pas du tout un fruit, c'est juste une expansion du placenta. Donc voici ici une représentation de ce cône femelle qui est très dérivé, donc c'est une évolution vers une simplification. Donc on a, ça c'est l'équivalent de la pomme de pin, avec donc les différentes, ce qu'on voit ici ce sont des bractées, mais les écailles ont disparu, donc on a vraiment disparition de la plupart des écailles ovulifères, et puis à l'extrémité on a au final un seul ovule qui va se développer. Donc c'est comme si on avait un cône qui aurait perdu ses écailles, on n'a plus qu'une seule écaille avec un seul ovule formé à son extrémité. Donc on a les téguments ici, le nucelle, et donc plus qu'un seul ovule par cône femelle chez Taxus, chez Lif. Et puis ici on a l'équivalent du cône mâle, où on a à nouveau une seule structure avec plusieurs microsporophiles, chaque microsporophile ayant plusieurs sacs polliniques. Donc c'est vraiment un exemple d'évolution vers une simplification des structures reproductives. Parfois l'évolution elle va vers une complication des structures, mais c'est ça qui parfois paraît un petit peu déroutant, mais ce qui est intéressant ici c'est qu'on a vraiment des traces de cette simplification puisqu'on a encore des bractées qui sont formées, mais il n'y a pas d'écailles ovulifères qui les accompagnent. Alors en fait, on va passer donc au dernier groupe, le groupe des gnétophytes, qui est un groupe un petit peu particulier, qui a donc une origine plus récente, donc qui est apparu il y a environ 200 millions d'années, et il contient 3 genres qui sont très différents les uns des autres. Néanmoins, il y a des caractéristiques communes qui permettent de les regrouper dans un seul groupe. Mais donc ces 3 genres, chacun définit une famille. Donc il y a le genre Ephedrus qui définit la famille des Ephedracées, Gnetus les Gnetacées et Welwitschia qui forment les Welwitchiacées avec 70 espèces au total.
C'est un groupe qui a beaucoup intrigué les botanistes parce qu'il possède un certain nombre de caractéristiques que les botanistes ont interprétées comme étant des caractéristiques évoluées ou dérivées. C'est-à-dire qu'on a donc l'équivalent de fleurs mâles ou femelles qui sont groupées en inflorescence. Donc on a des éléments d'appareil reproducteur mâle et femelle, donc des microsporophiles ou des mégasporophiles qui sont groupés en quelque chose qui ressemble à des inflorescences telles qu'on peut les observer chez les angiospermes. On a autour des ovules une enveloppe supplémentaire qui apparaît, et ça c'est quelque chose qui fait un petit peu penser à l'ovaire, qui est une enveloppe qui va entourer les ovules chez les angiospermes. Et puis on a également au niveau de l'ovule le tégument, donc qui entoure l'ovule, qui va se prolonger au-delà du micropyle, c'est-à-dire au-delà de l'extrémité par laquelle les grains de pollen vont pouvoir rentrer, pour former un genre de tube. Et ce tube, pour les botanistes, ça les a fait penser aux stigmates qu'on observe également chez les angiospermes. Donc on a un certain nombre de caractères qui font penser et qui semblent proches des angiospermes, et un quatrième caractère également qu'on retrouve normalement que chez les angiospermes, qui est l'existence de vaisseaux dans le xylème secondaire. Alors juste quelques mots concernant ces vaisseaux, c'est-à-dire que chez dans la plupart des groupes de gymnospermes, le xylème secondaire, donc il est formé, donc c'est ce qu'on appelle le bois, il est formé de cellules mortes. Donc on a ici un agrandissement de ces cellules. Donc voici une cellule entière, qu'on appelle les trachéides. Ces cellules trachéides, donc ce sont des cellules qui ont une paroi très épaisse, qui permettent, même après le fait que la cellule n'est plus vivante, grâce à cette paroi très épaisse, il va y avoir le maintien d'une structure et donc l'apparition de ces fameux troncs, de ces premiers arbres, était possible grâce à ces cellules qui gardent leur forme et leur structure, même après la disparition de la vie cellulaire. Et donc, ces cellules étaient emboîtées les unes dans les autres, c'est ce qu'on montre ici. Et donc, du coup, comment se faisait le transport de la sève brute, puisque ça font partie du xylème secondaire. Et donc, on a, dans ces parois, on a des perforations. Donc, ces perforations qui permettent donc le passage de la sève brute d'une cellule à l'autre. Mais c'est un passage qui est donc d'une certaine manière un peu compliqué, puisqu'ils doivent passer à travers toutes ces perforations. Et par contre, chez les angiospermes, on a apparition, donc il existe aussi des trachéides, mais on a apparition de nouvelles cellules qui sont ce qu'on appelle les cellules éléments de vaisseau, qui sont complètement différentes des trachéides. C'est un peu l'opposé, parce qu'au lieu d'être des cellules allongées, ce sont des cellules trapues. Donc voici un élément de vaisseau, voici un deuxième élément de vaisseau. Et au lieu d'avoir un diamètre très faible, ces éléments de vaisseau ont un diamètre très large, et ils sont parfaitement emboîtés les uns au-dessus des autres. Et en plus, donc il n'y a pas vraiment de paroi transversale entre ces cellules, ce qui permet vraiment un passage très rapide de la sève brute. Donc au lieu d'avoir ici un passage au travers de perforation de la paroi secondaire, ici on a disparition de la paroi secondaire au niveau d'une cellule à l'autre, et donc ça va permettre un passage beaucoup plus efficace. Et donc ces vaisseaux du xylème, donc c'est quelque chose qu'on va rencontrer chez tous les angiospermes, mais on va également, enfin chez une grande majorité des angiospermes, mais par contre c'est quelque chose qu'on observe également chez les gnetophytes. Et donc le fait d'observer qu'on a un certain nombre de caractéristiques reproductives qui ressemblent aux angiospermes, et aussi une caractéristique végétative qui est partagée avec les angiospermes, pendant longtemps les botanistes ont cru que ces gnetophytes constituaient l'ancêtre direct des angiospermes, donc c'était une sorte de chaînon manquant entre les gymnospermes et les angiospermes. Mais néanmoins, si on regarde les structures reproductives,
et qu'on analyse réellement on observe en fait un endosperme qui est haploïde, donc il n'y a pas de double fécondation comme chez les angiospermes. Il y a des productions d'archégones, il n'y a pas de production de sac embryonnaire comme chez les angiospermes, et on a également une croissance du tube pollinique qui est typique de gymnosperme, et donc il s'agit bien très clairement de gymnosperme, mais avec des particularités qui sembleraient partagées avec les angiospermes. Donc voici juste pour illustrer donc ces trois genres et donc ces trois familles de gnetophytes. Ici, on a le genre Gneta, ici le genre Welwitschia, qui est une plante adaptée au sol désertique, et puis le genre Ephedra, où on a donc ici une structure reproductive femelle avec deux ovules, donc ici un ovule, deux ovules. On voit cette espèce de tube qui prolonge le micropyle qui ressemble un peu à un stigmate. On voit donc ceci, ce qu'on voit ici, c'est une enveloppe supplémentaire autour de l'ovule qui fait un petit peu penser à l'ovaire des angiospermes. Donc voici à nouveau donc cette structure reproductive femelle avec donc on voit ici les deux ovules, chaque ovule étant entouré par cette enveloppe supplémentaire, et on a donc plusieurs, l'équivalent donc de la fleur femelle, mais on ne peut pas parler de fleur, la fleur c'est vraiment chez les angiospermes qu'on les observe, mais on a donc une sorte de regroupement de ces structures femelles qui font penser à des inflorescences, et idem pour l'appareil reproducteur mâle. Donc voici une de ces structures reproductrices mâles avec donc la microsporophile qui va produire plusieurs sacs polliniques. Ici on a plusieurs sacs polliniques, ici une deuxième microsporophile, et elles sont regroupées sous forme de quelque chose qui ressemble à des inflorescences. Et donc, si on fait une reconstruction, un arbre basé sur la morphologie, on a tendance, et c'est ce que les botanistes ont fait pendant de très nombreuses années, ils ont regroupé les gnetophytes avec les angiospermes en disant que les gnetophytes donc, sont proches, ou sont soit l'ancêtre des angiospermes, soit en tout cas proches de l'ancêtre des angiospermes, avec notamment un caractère qui est partagé, qui est l'existence de ces vaisseaux du xylème. Et donc on définit ici les gnetophytes comme étant le groupe sœur des angiospermes. Néanmoins, à partir du moment où on a dû adopter la classification phylogénétique et qu'on a utilisé des séquences d'ADN pour faire des reconstructions phylogénétiques, on s'est rendu compte que les gnetophytes, en fait, font partie du groupe des conifères. C'est un groupe, c'est comme si c'était une famille de conifères, donc ils sont très éloignés en fait des angiospermes. Et donc on a ici, et donc entre-temps on a pu montrer qu'effectivement l'ensemble des gymnospermes constitue un groupe monophylétique. Et donc, dans ce cas-là, on a un exemple typique de ce qu'on appelle une homoplasie, à savoir qu'on a un caractère, le caractère vaisseau du xylème, qui apparaît, et qui est vraiment le même caractère, mais qui apparaît deux fois complètement indépendamment au cours de l'évolution. Et donc, c'est évidemment des faux frères, parce que ce genre, si on base une classification sur l'apparition de ce caractère, on va avoir quelque chose qui est tout à fait erroné. Et donc, voici donc, dans les reconstructions phylogénétiques actuelles à partir de données moléculaires, on voit que ces gnetales, donc Ephedra, Welwitschia et Gnetum, sont ici un groupe à l'intérieur du groupe des conifères, et ils sont donc proches de la famille des Pinacées, représentée ici notamment par le sapin. Voilà, donc on a terminé aujourd'hui donc ce groupe des gymnospermes. Donc on a vu comment il est apparu à partir d'un ancêtre, mais qui fait encore partie des ptéridophytes, qui est le groupe des progymnospermes. Et ensuite, les premiers gymnospermes apparus sont les ptéridospermophytes, qui est un groupe qui est éteint actuellement. Et ensuite, on a décrit les 4 groupes actuels, le groupe des cycadophytes, le groupe des ginkgophytes, des coniférophytes, et enfin le groupe plus récent des gnetophytes. Et donc on a aussi pu montrer que les gymnospermes, dans une classification phylogénétique, ils correspondent bien à un groupe monophylétique. Et donc dans les 2 séances suivantes, on verra le deuxième groupe monophylétique des spermaphytes, qui est le groupe des angiospermes. Voilà, je vous remercie pour votre attention.